Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle affaire. 7 heures du matin, 8 novembre 2021. À Cluny, dans l'ouest de l'Aisne, Fabien se gare devant la maison de son ex, Stéphanie. Il est méfiant. En principe, il n'a qu'à embarquer ses fils pour les conduire, l'un à l'école, l'autre à la garderie. L'affaire d'une minute. Même pas besoin de se parler. Le problème, c'est que Stéphanie n'est pas fiable. Plutôt du genre à oublier de nourrir les gamins ou de les habiller. C'est d'ailleurs pour cette raison que Romy, leur fille aînée, 16 ans, a choisi de vivre avec Fabien. Et que 4 jours plus tôt, le juge des enfants a retiré la garde des deux garçons, Nathan et Timothée, 13 et 4 ans, à leur mère. Mais allez faire comprendre ça à Stéphanie. Depuis que la mesure a été prononcée, elle répète qu'elle va continuer à faire comme avant. Ce matin, visiblement, elle a zappé leur rendez-vous. Ni Nathan ni Timothée n'attendent devant la maison comme c'était prévu. Pressentant la dispute à venir, Fabien coupe le contact en soupirant. Il pousse le portillon et traverse le jardin jusqu'à la porte. Entre la route et les champs, le 623 de la rue de là-haut est une bicoque blanche précédée d'une véranda rouillée montée sur des parpaings. À l'intérieur, rien ne bouge. Cela confirme que Stéphanie a choisi de faire sa mauvaise tête. Fabien doit frapper plusieurs fois avant qu'elle daigne lui ouvrir. Son ex a 40 ans, l'œil et le sourcil très bruns, le regard fuyant. Dès que Fabien entre, elle repart se coucher dans la pièce voisine. Il l'entend critiquer cette nouvelle organisation qui complique tout. Elle s'en prend aussi à lui reproche de la faire chier. Pas vraiment l'accueil dont on rêve quand on s'est levé à l'aube pour assurer une vie normale à ses enfants. Le malheureux père n'est pas au bout de ses peines. Viens me voir, lui lance Stéphanie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a encore inventé? Fabien passe dans la chambre où tout est noir. J'ai fait une connerie, murmure Stéphanie. De quoi parle-t-elle? Où sont Nathan et Timothée? La femme finit par s'extirper de ses draps. Elle se dirige vers la chambre des garçons, jusqu'à leur lit superposé. Quand elle soulève la couette du bas, Fabien manque de s'évanouir. Jusqu'à ce 8 novembre 2021, Stéphanie de Noyelles n'avait ni antécédent psychiatrique, ni passé criminel. Seulement une vie terne. Une enfance compliquée entre un père alcoolique, violent, et une mère qui a fini par divorcer. À 21 ans, en 2002, Stéphanie obtient un bac pro-commerce. Mais elle ne travaillera jamais vraiment. Elle n'a pas d'amis, pas de centre d'intérêt, ne fréquente personne, pas même sa propre sœur. Son seul point d'ancrage, ce sont les hommes. Comme si l'amour pouvait masquer le vide de son existence. Mais elle ne ménage pas ses amants. Caprices, pleurnicheries, manipulations, elle ne leur épargne rien, allant jusqu'à percer un préservatif dans l'espoir de tomber enceinte. Avec Fabien, les choses vont vite. 2 enfants naissent en 3 ans, Romy et Nathan, alors que déjà le couple bat de l'aile. Stéphanie, qui ne fait pas grand-chose, se plaint constamment de devoir tout faire. Elle répète qu'elle est une mère dévouée, attentive, mais passe des journées vautrées devant la télé, laissant ses gamins livrés à eux-mêmes. De surcroît, elle se montre jalouse et souvent dépensière. Des scènes éclatent. Fabien parle de rompre. Puis, en 2017, elle lui annonce qu'elle est de nouveau enceinte. De combien? 5 mois. Stéphanie jure qu'elle ne l'a pas fait exprès, qu'elle n'a rien calculé. Fabien, lui, est persuadé qu'elle a programmé cette grossesse pour l'empêcher de partir. Timothée naît le 31 octobre 2017 à Saint-Quentin. Un gamin enjoué, heureux, même s'il présente un retard de langage que l'éducation donnée par Stéphanie n'aide guère à rattraper. Elle laisse le petit jouer seul pendant des heures avec une console. Elle néglige son alimentation. Fabien a beau aimer l'enfant, il finit par ne plus supporter la mère. En juillet, il se réfugie sur un matelas dans le garage. Mais Stéphanie lacère son couchage. C'est à ce moment qu'il part vivre de son côté, avec Romy, sa fille aînée, qui décide de le suivre. 3 mois plus tard, il fait constater par un juge que Stéphanie est incapable de s'occuper des deux plus jeunes. Fabien pense les protéger en agissant ainsi. Il se trompe. Retour au 8 novembre. Sous le drap du lit inférieur, Stéphanie vient de dévoiler le corps immobile du petit dernier,
Timothée. Son petit visage maigre est blanc comme un linge. On devine un sillon marbré autour de son cou. J'ai fait une connerie, répète sa mère en guise d'oraison funèbre. D'un coup, la tragédie éclate. De désespoir, Fabien se met à pousser des cris, à frapper dans les murs et les meubles. Mais qu'est-ce que tu as fait crie-t-il. C'est de ta faute, répond Stéphanie. T'avais qu'à rester avec moi. Romy, qui a suivi son père, se jette comme une furie sur sa mère et lui assène une grêle de courageurs, avant de se reprendre et d'appeler le 17. Nathan, le grand frère, se réveille à cet instant dans le lit du haut, sans comprendre tout de suite l'agitation et les hurlements qui l'entourent. Sa sœur, pour lui éviter la vue du cadavre, l'entraîne précipitamment hors de la maison. Le temps que les secours arrivent, Stéphanie, elle, se saisit du corps et se recouche, son fils mort serré contre elle. Quand les pompiers veulent lui retirer l'enfant pour constater son décès, elle se déchaîne. Laissez-le moi, j'ai fait une bêtise. Puis, brutalement, elle change de ton et clame son innocence. Je ne l'ai pas tué, ce n'est pas moi. Pourquoi j'aurais fait ça? Pourquoi? La scène est délirante. La femme prétend qu'au matin, elle a trouvé Timothée comme ça, qui lui a paru pas normal. En réalité, les preuves de sa culpabilité abondent, à commencer par ce carnet qu'elle a laissé traîner et dans lequel elle avoue explicitement le meurtre, reconnaissant l'avoir commis pour se venger du départ de Fabien. Revenue à la raison, la mère infanticide finit d'ailleurs par raconter ce qui s'est réellement passé. Le petit Timothée est venu dans son lit, au milieu de la nuit, pour chercher un peu de réconfort. C'est alors qu'elle l'a étranglé, pour punir son compagnon de l'avoir quitté. Elle a serré son cou frêle, pendant plus de 25 secondes, avec la ceinture d'un peignoir. Timothée était sur le ventre, dit-elle. Il n'a pas crié, pas pleuré. Il a juste fait des petits bruits avec sa gorge et s'est un peu débattu. Les analyses montreront que Stéphanie Denoyel a agi en pleine possession de ses moyens, sans avoir consommé de l'alcool, de drogue ou de médicaments. Ce qu'elle a fait est horrible et aurait pu l'être doublement, car Nathan, l'aîné des deux garçons, parle à son tour, et ce qu'il révèle est terrifiant. Maman est venue me voir dans la nuit, dit-il, avec une lampe. En effet, après avoir assassiné le plus jeune, Stéphanie a voulu supprimer l'aîné. 3 fois, elle est montée sur une chaise en catimini pour lui enrouler la ceinture du peignoir autour du cou. Mais soit qu'elle ait été prise d'un scrupule, soit que Nathan se soit éveillé et qu'elle ait eu peur de devoir lutter contre lui, elle a renoncé à ce second crime pour retourner se coucher. Au deuil de son jeune frère, Nathan devra ajouter l'irréparable souvenir de cette nuit où sa mère s'est hissée par 3 fois jusqu'à lui pour le tuer. Jugée ces derniers jours devant les assises de l'Aisne, Stéphanie Denoyel n'a plus cherché à nier ses actes. Ses avocats ont seulement argué de sa détresse sociale et de son sentiment d'abandon. Sa fille, Romy, au contraire, a exprimé la terreur qu'elle ressent à l'idée que sa mère puisse être libérée. La folle ne tenterait-elle pas alors de finir le travail? La déposition de cette adolescente grandement traumatisée a donné lieu à un échange glaçant. Stéphanie, dans son box, s'est étonnée que sa fille veuille désormais travailler dans le domaine social. Ce n'est pas ce qu'elle voulait faire avant, a-t-elle affirmé. Elle souhaite se consacrer à la protection de l'enfance, a précisé Brigitte Van Boxon, qui présidait l'audience. Je suppose, madame, que vous comprenez pourquoi. La Cour a finalement condamné Stéphanie Denoyel à 20 ans de réclusion, ainsi qu'à rembourser les frais d'obsèques de son fils. Mais elle a surtout assuré la sécurité de la famille en privant une mère indigne de ses droits parentaux et en lui interdisant d'entrer à l'avenir en contact avec ses enfants. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle affaire.